Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fenêtres sur le monde, en partenariat avec la revue Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission donc sur notre chaîne YouTube, également sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Vous pouvez aussi retrouver les anciens numéros et actuels numéros de Conflit, notamment dans notre boutique. Vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant à Conflit, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer notamment ces contenus en accès libre. Vous pouvez retrouver nos anciens numéros en format papier et numérique et notre nouveau numéro dont le dossier est consacré au cyber. Nous allons parler cette semaine de l'Afghanistan, de la présence ou de l'ancienne présence des États-Unis en Afghanistan avec mes deux invités, général Vincent Desportes, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une carrière d'officier, vous avez été directeur de l'école de guerre, vous êtes aujourd'hui professeur de stratégie. Et Myriel Crafet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, journaliste spécialisé sur les questions de sécurité et de défense. Vous écrivez notamment dans Conflit, également dans Field Média. Et puis, vous aviez publié il y a une dizaine d'années maintenant cet ouvrage. Donc d'ailleurs, vous avez contribué à la publication. Sur une idée originale et exclusive du général Desportes, qui était aussi directeur de collection de Economica, l'éditeur. Voilà, donc Afghanistan, les victoires oubliées de l'armée rouge. Donc là, vous avez étudié la présence de l'armée rouge en Afghanistan, donc juste avant les États-Unis. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on va faire au cours de cette émission, c'est un peu de comparer les deux, finalement, évoquer le sujet actuel du départ des Américains, mais aussi de voir un peu comment les deux pays se sont situés. Alors vous donnez quelques chiffres que j'ai repris, donc je vous cite dans un article que vous avez publié récemment. Vous dites la présence des Américains entre 2009 et 2020, c'est à peu près 100 000 hommes. Pardon, 2009-2010, au plus fort de leur présence, à peu près 100 000 hommes. En fait, le contingent américain a varié d'environ une trentaine de milliers d'hommes à 100 000 hommes. Et le gros sursaut, c'est 2009-2010, où ils ont multiplié par 3 les effectifs sur le terrain pour arriver à peu près à 100 000. Lorsqu'Obama est arrivé, c'est le fameux surge que le général connaît bien. Et les Soviétiques, ils étaient environ 110 000. Alors les Soviétiques, ils ont évolué entre 80 000 et au plus fort 108 000 environ. Au total, 620 000, je parle de mémoire, soldats soviétiques, des conscrits essentiellement, beaucoup, sont passés en Afghanistan. Et évidemment des forces spéciales, les fameux Spetsnaz, qui joueront un rôle considérable à la fin du conflit. Donc une manière complètement différente de faire la guerre. Il n'y a pas de conscrits chez le côté américain. Alors on peut ouvrir le débat comme ça. Effectivement, je pense qu'il y a eu deux manières effectivement sur la tactique et les opérations de concevoir ce conflit. Mais c'est aussi il faut pas faire d'anachronisme. On est en 1979 quand les Soviétiques interviennent. Ce ne sont pas les Russes, ce sont les Soviétiques. Il y a des généraux et des commissaires politiques. Il y a une technocratie militaire. Il y a une doctrine. C'est la fameuse doctrine de l'offensive, puisque le communisme est une doctrine qui doit être planétaire. Et par ailleurs, les Soviétiques interviennent pour des raisons internationales comme les Américains, mais pas du tout pour les mêmes. Les Soviétiques, ou en tout cas le KGB a fait croire au Kremlin que les Américains pourraient revenir dans la région. Vous savez, on est quelques mois après le coup d'État des mollahs à Téhéran. Les Américains prennent donc une claque, ils retraitent et ensuite ils envoient à nouveau une flotte au large, au large des côtes. Le KGB fait croire au Kremlin que les Américains pourraient prendre pied en Afghanistan. C'est une, entre guillemets, chasse gardée soviétique. D'une part, les Soviétiques interviennent dans la perspective d'un potentiel accrochage avec les Américains, beaucoup d'artillerie, beaucoup de mesures aussi contre la guerre nucléaire, bactériologique, chimique. Et puis en fait, donc ils vont évidemment impacter le sol afghan avec tous ces outils pour faire la guerre à des mouches, à chasser des mouches, c'est-à-dire les quelques moudjahidines qui ont résisté. Et puis dans une deuxième partie, à partir de 84-85, on va passer à un autre volet, une autre étape de la guerre, où là ça va être une étape beaucoup plus maligne, intelligente, fine, qui ressemble davantage à celle que les Américains vont essayer de faire. Mais évidemment, quand en 2001 les Américains interviennent, eux ils commencent par les forces spéciales en quelque sorte, ils vont ensuite déployer le fameux bulldozer américain. Vous voyez, c'est un peu l'inverse. Ces forces spéciales, on en parle beaucoup, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est leur rôle? Ça fait un peu rêver, forces spéciales, on dit que c'est un petit peu ce qu'on fait de mieux dans l'armée, ou que c'est un peu le rôle de sorte de militaire, vraiment
très grand niveau, mais qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert dans une armée? Vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'une opération spéciale? Tous les chefs militaires vous diront, elle est spéciale quand on a décidé qu'elle était spéciale. Ce qui fait que c'est des gens qui peuvent faire à peu près n'importe quoi. Et à un moment donné, on décide d'engager des forces qui ont des capacités particulières, qui sont super entraînées, qui sont super équipées et qui peuvent produire des effets tactiques rapides et ponctuels. C'est-à-dire que les forces spéciales, ce sont des outils tactiques presque techniques. À un moment donné, on va les faire intervenir, non pas pour tenir un espace, parce qu'ils sont totalement incapables de faire, ils manquent complètement de masse, il y en a toujours très peu, mais ponctuellement, c'est des forces qui sont capables de conduire les opérations les plus compliquées techniquement, les plus difficiles, qui sont capables de faire avec un grand succès de la chasse à l'homme, etc., si vous voulez. Et donc, on voit bien, par exemple, aujourd'hui au Mali, la France s'oriente vers une utilisation encore plus importante des forces spéciales, quelque part parce que la France a décidé de plus tenir l'espace, tout en étant capable d'intervenir ponctuellement sur des djihadistes qui seraient repérés au Sahel. Et donc, c'est un assez bon exemple. Si vous voulez tenir l'espace, vous avez besoin de troupes massives, qu'elles soient afghanes, qu'elles soient américaines, ou qu'elles soient russes, ou qu'elles soient afghanes, parce que les Américains auraient bien aimé que l'armée afghane tienne l'espace. Mais si vous avez besoin d'opérations ponctuelles sur les arrières, ou des opérations de recherche, là, vous faites appel à des petits commandos qui viennent forcément des forces spéciales, qui sont super équipées avec la dernière technologie. Il y a un autre chiffre que vous donnez, ce qui est impressionnant, c'est la différence de nombre de morts. Côté américain, à peu près 2300 morts sur la période, donc en 20 ans. Côté soviétique, vous dites probablement 26 000 morts, même si le chiffre officiel est moindre. Le chiffre officiel, c'est 14 500 et quelques. Mais j'ai fait des recherches et les historiens sont assez d'accord sur le chiffre de 26 000. Hein. Donc c'est quasiment 10 fois plus que les Américains. À quoi est due cette différence? Ça s'explique assez facilement pour le coup. Je vous disais, il ne faut pas faire d'anachronisme. On est dans une époque en 79-89 où l'armée soviétique déploie beaucoup de conscrits, donc des soldats qui, pour le coup, ne sont pas des grands professionnels très entraînés, des soldats qui évidemment traînent des pieds pour aller en Afghanistan, qui ne veulent pas aller en Afghanistan car ils savent que l'ennemi sera devant, derrière, à côté de la nuit et le jour. C'est une armée qui va éprouver qui n'est pas de bonne qualité, mis à part le haut du spectre, qui est évidemment la plus infime proportion de ces soldats. C'est une armée qui va éprouver beaucoup les problèmes du climat en Afghanistan, qui est un climat très rude. Hein. Ça va l'hiver de moins 14 degrés jusqu'à plus 52 degrés l'été. C'est un pays qui est à 50% occupé par cette fameuse chaîne de montagnes de l'Hindoukouche, qui qui barre le pays, en deux parties, depuis le nord-est, du nord-ouest jusqu'au sud-est, si je dis pas de bêtises. Et dans les plaines, dans ces steppes, il y a également énormément de maladies. Et donc, en fait, il va y avoir beaucoup de soldats qui vont être éprouvés. Par ailleurs, il ne faut pas non plus nier qu'il va y avoir un problème avec toutes les stupéfiants, puisque c'est un pays traditionnellement où on cultive le pavot. Et puis, au début, les soviétiques vont faire la guerre à la manière un peu soviétique. En fait, c'est le premier vrai conflit que les soviétiques font, parce qu'ils ont fait jusqu'à présent des guérillas, ou alors des ponts aériens pour faire des opérations ponctuelles dans les grandes capitales, en Europe et en Afrique, mais c'est la première fois qu'ils mettent véritablement du monde dans une guerre de terrain pour occuper le terrain. Et en fait, les Afghans, les Moudjahidines, les fameux résistants, vont clairement avoir la supériorité. Ils sont peu nombreux, ils connaissent par cœur le terrain, ils sont d'une résistance à toute épreuve. Pour faire ce livre, j'avais interviewé quelqu'un que connaît bien que connaît le général Desportes, c'est Patrice Franceschi, qui est un aventurier, un spécialiste de l'Afghanistan et des conflits, et qui m'a témoigné un jour la manière dont il était donc aux côtés d'un chef moudjahidine qui était pro-français, qui s'appelait Amin Vardak, donc un seigneur du Vardak, une grande famille afghane, et il leur servait de conseiller militaire. Et un jour, ils se sont trouvés coursés par les fameux Mi-8 et les Mi-24, les hélicoptères redoutables, les hélicoptères soviétiques. Et pour échapper en fait à ces hélicoptères qui posaient les commandos
de manière régulière sur la piste pour les commandos soviétiques pour essayer de pister ces rebelles. Ils ont, m'avait-il raconté, marché, voire couru dans les cailloux, dans l'aridité afghane pendant 72 heures sans boire ni manger et sans dormir. Pour vous donner Et aujourd'hui, clairement, ce sont ceux qui ont combattu les Américains et qui aujourd'hui ont pris les clés de l'Afghanistan, ce sont les mêmes chefs, voire les enfants de ceux qui ont combattu les soviétiques. Donc les soviétiques sont arrivés avec leurs gros sabots, leur doctrine face à l'ouest en Europe, cette grande plaine germano-soviétique, il suffisait d'envahir, de blinder et d'artillerie pour pouvoir contrôler le terrain. Et bien en Afghanistan, cette doctrine a été mise à rude épreuve, en tout cas dans la première partie de la guerre, 80, après le début après l'arrivée, 80-85. En termes de stratégie, justement, les Américains restent 20 ans, pile, puisqu'ils sont intervenus octobre 2001. Tout le monde voit ça, présente ça comme une défaite. Savoir se retirer, ça peut aussi être une stratégie de victoire. Ils n'avaient pas forcément vocation à rester ad vitam aeternam. Est-ce que vous pensez que, d'un point de vue strictement le retrait, est-ce qu'il a été vraiment mal négocié ou finalement, il n'avait pas le choix, il fallait bien partir et ce genre de choses se fait toujours d'une façon un peu compliquée. Bon, d'abord, je relève que vous parlez de stratégie, ça me fait plaisir, parce que le problème est jamais technique, le problème est toujours stratégique. Moi, je m'avancerai pas du tout sur la stratégie des Soviétiques en Afghanistan, parce que je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains ont, pour de multiples raisons, commis depuis le début de nombreuses fautes stratégiques. Et on voit bien que les guerres ne sont pas un problème de technique, c'est pas un problème de calibre des armes. Hein. Les talibans l'ont emporté, quoi. Ils sont 30 000 les talibans. Ils l'ont emporté, équipés surtout de Kalachnikov. Ils l'ont rencontré. Ils l'ont emporté, face à une coalition de 130 000 hommes, 100 000 Américains, 30 000 Européens, plus les Afghans, etc., équipés de la meilleure technologie. Hein. Ils affrontaient les 2/3 des PIB mondiaux. Ils affrontaient une armée qui avait un budget annuel de 1500 milliards et ils ont perdu. Les Américains ont perdu, les Afghans ont gagné, les talibans ont gagné. Donc on voit bien que le problème, il n'est pas technique, il n'est pas tactique, il n'est pas financier. Le problème, il est stratégique. Et il est stratégique, je ne sais pas si les Russes ont perdu stratégiquement, est-ce que c'est pas les problèmes de perestroïka, etc., qui ont amené ça? Exactement, probablement. Exactement. Très probablement. Exactement. Là, non, du début à la fin, on commet des erreurs stratégiques et on pense justement à l'américaine, que comme on est extrêmement puissant, on n'a même pas besoin de faire de stratégie et que là, le rouleau compresseur, qui est autant de dollars et de technologie que de canons, va finir par l'emporter. Alors vous avez dit ensuite, gagner, c'est partir à temps, certes. Mais il fallait partir en décembre 2001. C'est-à-dire le moment crucial, le tournant, c'est la conférence de Bonn en décembre 2001, qui a deux caractéristiques. La première, c'est la conférence des vainqueurs, c'est-à-dire que les Américains cherchent à faire ce que nous avons fait, nous, aux Allemands, et avec les Américains d'ailleurs, à Versailles. C'est-à-dire qu'on a traité du futur de l'Allemagne sans ceux qui en étaient une partie prenante. C'est-à-dire qu'un traité de paix, il faut bien faire la paix avec quelqu'un, et ils n'ont pas fait la paix avec leur ennemi, ils ont jeté un dispositif. Qu'est-ce qu'a donné le traité de Versailles? Il a donné 1940, 20 ans après. Qu'est-ce qu'a donné la conférence de Bonn de décembre 2001? Il a donné le retrait 20 ans après ici. Et quelque part, alors évidemment, Boutadi, c'est pas exactement les mêmes choses, mais on voit qu'il y a des parallèles. Donc oui, il fallait partir en 2001. M. Blinken a dit, le secrétaire d'État américain, mais on a gagné la guerre, on a fait ce qu'on voulait faire. Oui, mais ils l'avaient fait en décembre 2001, c'est-à-dire qu'ils avaient détruit Al-Qaïda en décembre 2001. Et ensuite, ils se sont lancés dans des aventures différentes, sans jamais adopter la stratégie de leur ambition, et avec des ambitions dérivantes du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont couru en permanence derrière leur objectif, sans même le définir proprement. Donc cette défaite est une défaite profondément stratégique. Elle n'est pas technique, elle n'est pas tactique. On se rappelle du Vietnam. Que disait, je me rappelle, j'étais aux États-Unis, j'étais élève de l'école de guerre, de l'école des généraux américains, et un Américain dit à un Vietnamien qui était là, c'est incroyable, nous avons gagné toutes les batailles et nous avons perdu la guerre. Et le Vietnamien dit, mais ça sert à rien de gagner des batailles, il faut gagner la guerre. Et les Américains ont gagné
la plupart des batailles qu'ils ont connues, les Français, qui se sont engagés avec 90 morts, ont gagné pratiquement tous les engagements dans lesquels ils sont. Et on a perdu la guerre. Donc le problème, il est profondément stratégique. Et d'où vient cette absence de stratégie? Ça, c'est le rôle des officiers supérieurs de la définir. Est-ce que c'est un problème de formation? C'est un problème d'aveuglement en disant nous sommes les plus forts, donc nous allons gagner? Ou est-ce que c'est un problème politique ou... Alors la stratégie, elle est d'abord politique, évidemment. La stratégie, la stratégie, elle est mise en œuvre par les militaires. Mais la stratégie, c'est d'abord la définition des buts. Ensuite, vous avez toujours un dialogue entre le politique et le militaire. Il y a une époque charnière que vous avez citée tout à l'heure, c'est le pic des 100 000 hommes. Là, on a deux stratégies qui s'opposent. Il y en a une qui est défendue de manière assez intéressante par Joe Biden, qui est vice-président d'Obama, qui dit il faut arrêter de vouloir tenir l'Afghanistan, on va juste aller détruire les talibans là où ils sont. Mais on ne va pas faire un État moderne, démocratique, ça ne marchera jamais. Donc c'est pourquoi on est juste après le moment où les talibans ont quasiment repris Kandahar en 2008. Et là, on comprend que la guerre est perdue. Préparant notre entretien, j'ai regardé un certain nombre de coupures de journaux de ce moment-là. En 2009-2010, on sait que c'est perdu. On le sait. Et donc, il y a deux théories stratégiques qui s'opposent. Il y a la stratégie de Joe Biden qui dit on arrête, on essaie de tuer ce qu'on peut de talibans et on part. Et puis, il y a ceux qui croient encore qu'il est possible d'établir encore un peu la démocratie et qui est poussé par les militaires. Là, poussé par les militaires. Le premier, le général Petraeus, qui dit non, on va faire un surge. Et on va y arriver. Et puis derrière Petraeus, il y a le général McChrystal qui va redemander, etc. Obama va choisir un plan. Il va pas faire il va dire ok, en fait on va reprendre du monde, on va rajouter et on va monter à 100 000 à ce moment-là, mais on part tout de suite. Et donc il fait ni l'un ni l'autre parce qu'il veut pas contredire son vice-président, il veut pas contredire son commandant en chef parce qu'ils le font pas les présidents américains. Il veut pas contredire son commandant en chef sur le terrain. Trump. Comment? Sauf Trump. Sauf Trump, oui, sauf Trump. Non, je parle d'Américains qui se tiennent, naturellement. Bon, et voilà. Donc là, si vous voulez, quel est le problème fondamental? Le problème fondamental des stratégies américaines, c'est que d'une part, les buts n'ont jamais été extrêmement clairement définis, et que les moyens n'ont jamais été clairement définis. Pour moi, je parle sous votre contrôle. Il y a 4 périodes en Afghanistan. Il y a une période claire et simple entre le 7 octobre 2001, les premières bombes tombent du côté de Mazar al-Sharif, etc., dans le nord d'Afghanistan, jusqu'à la conférence de Bonn. Et là, ils ont rempli la mission. Ils ont tué et viré Al-Qaïda. Il n'y a quasiment plus de représentants Al-Qaïda sur le territoire. Après, il y a la conférence de Bonn. Et là, donc, c'est là où on va rentrer dans cet échec de 20 ans. Là, on va dire, on pourrait se barrer maintenant, mais on ne le fait pas, parce qu'il y a les néoconservateurs au pouvoir, qui portent une responsabilité énorme, qui s'appelle un Bush, qui s'appelle 2 Cheney, vice-président, qui s'appelle 3 Rumsfeld, le secrétaire à la défense, et qui dit non, on va transformer tout ça, il y a les Russes derrière, on va rester là, on va transformer ça en démocratie, ça va très très bien se passer, et on va y arriver. Mais faire de la démocratie, c'est un problème militaire. Ce qui est totalement faux, évidemment. Et donc, ils vont dire, on va faire ça, et donc d'abord on va mettre Karzai au pouvoir, qui représenterait, on sait comment ça s'est passé, etc. Et on va essayer d'établir une démocratie jeffersonienne, etc., qui est en contradiction complète avec le tissu social, les habitudes sociales et politiques afghanes. Mais en même temps, on n'en met pas les moyens. C'est-à-dire que les Américains n'investissent pas. Il y a une période d'or, c'est la Golden Hour. C'était là où on pouvait, en investissant massivement, en mettant des militaires en nombre, parce que vous avez dit 30 000, au début ils sont 15 000. Et au tout début. Au tout début ils sont 15 000. C'est-à-dire qu'ils se donnent un projet qui est transformer l'Afghanistan en une démocratie moderne, avec pratiquement pas d'aide financière et pratiquement pas d'armée. Ils ne tiennent rien. Et donc ça se passe mal. Et comme ils ne peuvent pas tenir l'armée, ils vont avoir la stratégie que Joe Biden appellera à ce moment-là la politique des seigneurs de la guerre. C'est-à-dire que c'est les seigneurs locaux qui vont conduire la guerre. Ce qui est en contradiction totale avec le principe de la démocratie centralisée qu'on a installé à Kaboul. C'est-à-dire qu'ils vont s'allier avec des gens qui vont maintenir l'ordre, avec des gens dont le projet politique est totalement opposé à leur projet politique global. Alors au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Ils vont aller désarmer les seigneurs de la guerre. Ça, c'est en 2004.
c'est en 2004, à peu près 2004-2005, et en même temps, ils n'investissent pas véritablement. Et là, on a tous les étudiants en religion qui arrivent des zones du Pakistan et qui commencent à monter en puissance parce que le pouvoir de Karzai, le pouvoir central, est mal vu. Et puis les Américains, on se rappelle des affaires des noces, des bombardements, etc. Les Américains commencent à être de plus en plus mal perçus. L'aide arrive finalement, mais elle arrive au mauvais endroit. C'est-à-dire que les organisations gouvernementales, qui sont contrôlées par personne, sans coordination globale et sans entente avec le pouvoir afghan, veulent des petits projets qui produisent quelque chose. Les pouvoirs locaux qui se servent. Les pouvoirs locaux, non, mais c'est ça. Les pouvoirs locaux se servent, évidemment. Il y a beaucoup d'argent perdu, parce que c'est un peu la politique de Karzai, la politique de l'après-bande. La légitimité afghane, elle est d'abord tribale. C'est comme ça. Et on ne peut pas passer d'une légitimité tribale à une légitimité démocratique comme ça. Et donc, les Afghans ressentent de moins en moins bien la présence. Et ça, c'est 2004-2008, les talibans arrivent, c'est les grandes offensives de printemps, c'est quasiment la prise de Kandahar en 2008. Et là, il y a le problème qui se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a les deux stratégies. Joe Biden dit il faut arrêter, là on n'y arrivera pas. Et puis il y a les militaires qui disent non, il faut y aller, on peut gagner. On peut gagner parce que ça marche encore un peu en Irak. D'accord ? Ça marche encore un peu en Irak. On va peut-être y arriver. Donc on fait comme ça. Mais on va changer l'objectif. Parce que là, on se rend compte que les talibans sont forts. Et donc on n'arrivera pas à transformer l'Afghanistan en une démocratie. Et donc à partir de 2010, l'objectif américain est juste d'afghaniser la défense et de se dire il faut juste briser l'élan taliban pour pas qu'ils se resserrent autour des grandes capitales et autour de Kaboul, de manière à ce que le pouvoir central afghan puisse prendre son poids et que l'armée puisse elle-même apprendre à se battre. Hein. Et la mission américaine, pendant ces 10 ans, elle va être de contenir et de former, avec le grand échec que l'on connaît, puisque l'armée afghane... Elle s'est effondrée d'un coup, oui. Donc on a changé d'objectif. Et les objectifs ont changé, et les moyens n'ont jamais été à la hauteur de l'objectif. Pire que ça, les moyens tactiques même, qui ont été utilisés pour remplir un objectif au début, je pense, au moment de la chasse à Al-Qaïda et aux talibans, les 2 ou 3 premières années de guerre, c'est du bombardement massif sur les villages, etc. Et c'est à ce moment-là que le divorce entre la population afghane et les Américains se font. Et après, c'est fini. Et quand on va dire maintenant, on va conquérir les cœurs et les esprits, vous savez, c'est Petraeus qui le manuel de contre-insurrection, mais c'est déjà terminé. Le divorce est accompli. Donc finalement, depuis 2010, et j'ai retrouvé pas mal de... Parce que vous avez expliqué ça en 2010, vous avez d'ailleurs valu quelques difficultés. Oui, mais en 2010, alors j'ai retrouvé un certain nombre de coupures de presse du moment, je ne les ai pas toutes là, mais en 2010, les gens qui voyaient disaient c'est fini cette histoire, de toute façon elle est finie. C'est ce que je dis moi en 2010 dans Le Monde. Hein, je dis, cette guerre est une guerre américaine, ça n'est pas la nôtre, nous sommes aux ordres, et voilà, il faut sortir de cette affaire-là. C'est ce que je dis, évidemment, ça m'est vivement reproché, et ma carrière militaire s'arrête là. Sorti de là, oui. Voilà, ma carrière militaire s'arrête là. Mais voilà, c'était, tous ceux qui avaient un peu de bon sens le savaient. Et donc, et ensuite, les 10 ans d'après, on a reculé. Ensuite, vous parlez de Trump, on parle de Trump, c'est intéressant. Trump négocie. Comment est-ce que Trump négocie En réalité, il n'est pas le premier à négocier. Comment en réalité, c'est Obama qui négocie le premier avec les talibans. C'est vrai. C'est Richard Holbrooke qui sera son envoyé spécial en 2009-2010 pour prendre les premiers contacts officiels avec les talibans. Et heureusement. Mais ils mettent quand même 10 ans qu'il faut négocier avec les talibans. Les talibans qu'on n'a pas mis à bonne, ils se disent quand même, quoi. Et là, il faut faire quelque chose avec eux. Non, mais quand je parle de Trump, c'est que sa façon de négocier à Trump, c'est de dire, quoi qu'il arrive, je partirai en 2021, et maintenant on négocie. Comment est-ce que vous négociez avec un type qui part ? Il n'y a plus aucun pouvoir, si vous voulez. Donc c'est fini. À partir de ce moment-là, tout était terminé. Alors on a raison de dire, évidemment, que l'administration actuelle s'est quand même pas extrêmement bien débrouillée dans le départ. On aurait pu mieux faire les choses, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais l'idée avait roulé depuis longtemps, c'est terminé. Par contre, en termes de logistique, en termes de tactique, là je pense qu'il y a un certain nombre de fautes. Mais les erreurs sont des erreurs stratégiques successives, du début à la fin. Il y a un point... Je parle, vous avez peut-être un avis un peu différent, parce que... Non, d'abord, je vous écoute toujours avec attention, passion et plaisir parce que vous avez la légitimité du soldat que moi je n'ai pas et vous avez celle du stratège que je n'ai pas non plus.
Donc je le redis pour nos amis, il faut toujours être très modeste, surtout quand on est journaliste ou qu'on fait un travail de journaliste. Donc, en revanche, je vais peut-être apporter quelques petites précisions. Moi, il me semble qu'en fait, si les Américains n'ont pas eu de stratégie, j'ai bien aimé votre expression, cette stratégie déroutante, des stratégies déviantes, c'est ça. En fait, je crois que, juste pour repartir de 2001-2002, en 2001-2002, quand les Américains arrivent, d'ailleurs avec les Français, avec, je crois qu'à l'époque c'était les marsouins du 21e RIMA qui ont été les premiers à Mazar-i-Sharif avec les Américains, les Moudjahidines, les Afghans de la campagne agitent des drapeaux français au passage des convois de Humvee américains. Pour vous dire quel était le crédit dont bénéficiaient à l'époque les Occidentaux, crédit qui était symbolisé par le drapeau français, vous savez, les fameux French Doctors. La France a longtemps joué un rôle très important dans le milieu culturel, le milieu artistique, archéologique, intellectuel, de beaucoup d'élites afghanes par les Français, ont été éduquées aux Français. Donc, crédit. Quelques années plus tard, ce crédit se retournait, les libérateurs étaient à nouveau venus comme des envahisseurs. Moi, je pense que les Américains, en fait, ont ont eu un problème de stratégie pour 2 ou 3 raisons supplémentaires à celles que vous avez développées. Je dirais qu'il y a eu, les Américains sont des opportunistes, des pragmatiques, il y a eu dans la ligne stratégique l'insertion, je dirais, de pression venant du business. On s'est dit, voilà, on va faire du business, toute la partie Dick Cheney, etc., le lobby d'armement des SMP, etc., c'est beaucoup développé en Afghanistan. La guerre est pour eux un moyen de gagner pas mal d'argent. Exactement, et de se développer comme jamais il ne s'était développé au monde. C'est vraiment le moment où naissent les fameuses sociétés militaires privées américaines qui aujourd'hui sont partout, par exemple au Sahel. La deuxième scorie dans cette ligne stratégique, à mon avis, c'est celle des messianistes. C'est-à-dire que dans cet appareil à fabriquer une stratégie à Washington, vous avez eu ce qu'ont les Américains, à mon sens, de mauvais, c'est-à-dire l'idée qu'ils peuvent inculquer ce que eux croient être le meilleur au monde, partout dans le monde. Et évidemment, comme l'a dit le général, on était en Afghanistan, on est en Afghanistan dans une société qui a perdu, je dirais, tout sens centralisateur, fédérateur depuis la chute du dernier roi afghan en 1973, Zahir Shah. Et donc, ils ont mis effectivement au pouvoir Karzai, qui était en fait en réalité un obligé de toutes ces forces différentes, ethniques, tribales, de business local. Et là, à ce moment-là, ils ont voulu faire un peu comme les Afghanistan, sans doute, ils ne l'ont pas conçu comme ça, mais ils l'ont fait beaucoup plus mal. À partir de 84-85, les Soviétiques ont bien vu, sous la gouverne de Gorbatchev, que le coût de la guerre pour occuper le terrain serait inimaginable. Et donc ils se sont dit, le prix est trop fort, les Stinger américains arrivent, les hélicoptères commencent à tomber du ciel comme des mouches, et là ils se sont dit, il faut changer de stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont appliqué sur le terrain de manière industrielle une stratégie de pacification versus, comment dirais-je, des coups de bâton très forts sur ceux qui résistaient à cette stratégie, maniant à la fois la carotte et le bâton, signant des pactes de ralliement à l'autorité fédérale qui était pro-russe à Kaboul, avec des armes, de l'argent, des honneurs, etc. Et là, ils l'ont fait de manière beaucoup plus fine que les Américains. Les Américains, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la suite va montrer que la manière de procéder des Soviétiques, beaucoup plus en dentelle et en utilisant justement à la fois le couple force spéciale hélicoptère qui aujourd'hui est recyclé au Mali par les Français. Vous allez me dire, c'était Bijar qui l'avait inventé. Bon, mais vous voyez, ce qui marchait sous Bijar a marché en Afghanistan avec les Soviétiques et marchera sans doute au Mali pour traquer ce qui représentait une véritable menace. Et pendant ce temps-là, les mêmes forces spéciales allaient dans les villages, dans les villes, pour rallier le maximum de seigneurs de guerre au pouvoir central qui en 1979, quand les soviétiques se retirent, va durer 3 ou 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à que l'Union soviétique elle-même s'effondre à Moscou. Et ensuite, il faudra encore une guerre civile effroyable, 90, 80, 92, 96, pour que les talibans, et là l'anecdote, je voudrais la citer, elle ne manque pas de sel, que les talibans, c'est-à-dire les plus durs d'entre eux,
gagnent, et ils vont gagner en particulier, Jean-Baptiste, grâce au stock d'armes que les Américains leur avaient donné du temps de l'Afghanistan soviétique, puisque les Américains, via les services secrets pakistanais, donnaient essentiellement des armes aux plus radicaux d'entre eux. Et une bonne partie de ces radicaux-là ne se sont pas servis contre les Soviétiques, ils l'ont mis de côté en pensant déjà à la victoire dans la guerre civile future. Et en 96, les fameux talibans vont gagner grâce aux armes américaines. Donc vous voyez que on n'est pas du tout dans la même logique et le même tempo que ce qui va se passer, ce qui s'est passé cet été. Le général a dit que les Américains n'ont pas perdu de bataille. Moi, je voudrais quand même dire qu'ils ont largement échoué dans le retrait tactique. C'est une humiliation tactique. Alors, il y a sans doute une explication stratégique à cette humiliation tactique ou politique, mais en l'occurrence, ils ont montré ce qu'ils savaient faire de pire. Ils ont éteint la lumière à Bagram, la fameuse base aérienne militaire où étaient aussi les Soviétiques, le 2 juillet, la nuit du 1er au 2 juillet, en disant « ça y est, on est parti ». Et ils ont été obligés de revenir en catastrophe pour essayer de gérer les fameux 250 ou 60 000 contractors afghans qui avaient travaillé pour eux sur la période 2001-2021. Et ils ont donc laissé entendre au monde entier qu'ils avaient été prêts à les abandonner sur place. Ils étaient obligés de revenir parce que l'opinion publique et les caméras du monde entier ont montré la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'ils auraient dû quitter Bagram à la fin, normalement. Ils auraient dû effectivement faire comme ont fait les Soviétiques, un retrait ordonné en bon ordre. Les Soviétiques, en quelques mois, en 89, après avoir négocié avec les Américains à Genève, comme entre guillemets, les Américains ont négocié avec les talibans. Les Soviétiques ont retiré par la route et par les airs en bon ordre 10 000 hommes, 500 chars, des centaines, des milliers de camions et de matériel. Et ils ont laissé les clés du pouvoir à un type qui contrôlait la situation, avec une armée qui contrôlait la situation. Je voudrais aussi ajouter une chose par rapport, peut-être une petite nuance, si vous me permettez, mon général. L'armée afghane en 2021 n'a pas perdu, en réalité elle ne s'est pas battue. Tout simplement pourquoi? Parce que les Américains, en négociant officiellement et en signant un traité de paix en février 2020 à Doha au Qatar avec les talibans, avaient envoyé le signal qu'ils ouvraient la route politique aux talibans. Et donc c'était évidemment le signal que les Occidentaux laissaient tomber le successeur d'Hamid Karzai, Ashraf Ghani, qui de toute façon a été démonétisé. Et dans cette société où comment dirais-je, affaire de clan et de négociation. Exactement, hein, c'est une affaire de clan de négociation. On négocie avec le plus fort, puis ensuite le plus fort négocie avec vous, etc. Les Afghans, les militaires et les policiers afghans avaient bien compris que le coup suivant allait se jouer non avec les talibans et qu'il ne servait à rien de s'opposer pour l'instant au plus fort. Et d'ailleurs, les observateurs étrangers, les Russes, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Turkmènes n'ont jamais cru un instant que les Américains allaient quitter l'Afghanistan en laissant une démocratie valide et valable sur place. Ils attendaient simplement la fin de la partie. Et ce qu'ils souhaitaient voir, négocier, comprendre, c'était quels seraient les dommages collatéraux et le prix à payer pour ensuite gérer leurs relations avec leurs voisins. On va se rallier. C'est pour ça d'ailleurs que le Pakistan n'a jamais laissé tomber les talibans. Parce que les Pakistans a compris tout de suite que les Américains allaient sûrement perdre, et en tout cas partir un jour. Et que donc, ils préféraient avoir un pouvoir islamiste et pashtoun à Kaboul qu'un autre. Donc, à partir du moment où le Pakistan est un des problèmes, qui a jamais été traité, c'est le conflit Inde-Pakistan, qui est derrière toute cette affaire-là. Et le rôle de Levy également, c'est le secret. Fondamental. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2002-2003, quand les talibans sont... Ah oui, je voulais ajouter une chose quand même. En 2001-2002, en fait, les Américains n'avaient pas réussi un objectif stratégique, c'était symbolique, politique symbolique, c'était d'assassiner, enfin de tuer Ben Laden. Et là, je pense qu'ils ont commis aussi un péché, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que pour gagner la guerre, il fallait vraiment l'avoir au bout d'une pique. Et c'est ce qui explique aussi sans doute que les choses ont duré. Mais en 2002-2003, quand ils sont vaincus par les Américains, les talibans vont se refaire une santé dans ces fameuses zones tribales contiguës du Pakistan, avec l'aide des services secrets pakistanais qui se sont toujours débrouillés depuis la nuit des temps pour contrôler leurs voisins afghans qu'ils considèrent comme leurs satellites et leur arrière-cour stratégique. En 2007-2008, l'ensemble des rebelles en Afghanistan s'allient contre Karzai, l'union est faite, et ensuite ils vont être réarmés, réentraînés par l'ISI contre les Américains. Sur les services de renseignement,
parce que les talibans ont pris le pouvoir très vite, enfin, avant même que les Américains soient complètement partis de Kaboul. On a eu l'impression que les services de renseignement américains ont été complètement dépassés. Certains pensaient que le gouvernement allait tenir 1 an, 2 ans, 6 mois pour les plus pessimistes. Comment ça se fait qu'après 20 ans de présence dans le pays, personne n'ait vu chez les Américains, parce qu'il n'y a pas eu de service de renseignement assez apte, pour leur dire que les talibans allaient reprendre le pouvoir tout de suite et que rien n'allait tenir? Ben, écoutez, moi je vous renvoie à McNamara. C'est étonnant, McNamara, c'est le secrétaire à la défense américain pendant le Vietnam. Et lui, il gagnait la guerre à coups de bombe. Et vous savez, c'était l'affaire du body count. On dit, pour tuer un Vietnamien, il faut, je sais pas quoi, 10 tonnes de bombes ou 5 tonnes de bombes. Et donc, on voit exactement ce qu'il y a devant nous, on donne tant de tonnes de bombes, et donc on va tuer, et on va gagner. La guerre du Vietnam, elle s'est fait comme ça, dirigée par un type qui n'était jamais allé au Vietnam, qui s'appelait McNamara. Bon, qui est allé par la suite. Au début, il n'y allait pas. Et là, c'est pareil. Les Américains disent, voilà le rapport de force. Voilà le nombre de canons, de types, d'hommes, etc. Face aux talibans qu'on connaît, ils sont 30 000 équipés, ben, ils doivent tenir un descent, comment disent les Américains, descent space time, quelque chose comme ça, un espace, les 3 ou 4 ans russes, là, il faut les trouver. En fait, ils pensent qu'il y a suffisamment. Et donc, ils pensent que c'est simplement un rapport de force. Mais la guerre, c'est pas un rapport de force. La guerre, c'est un rapport de courage, c'est un rapport de foi. Et comme vous le disiez, à partir du moment où on n'a plus la foi, on arrête. Toutes les batailles, au début, on tient, ils ont tenu un peu. Et puis après, le mur s'effondre d'un coup. J'étais interrogé par plusieurs radios, évidemment, sur cette affaire-là. La guerre, elle est toujours comme ça. Au départ, c'est un tout petit peu. Et après, quand on y croit plus, tout tombe. Regardez la défaite en 40 en France. On a tenu, à partir du moment où on a craqué, ça s'effondre. La guerre, elle est toujours comme ça. Alors, j'étais absolument sûr que Kaboul tomberait avant la fin du mois d'août. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est absolument évident. Parce que ça tombe, c'est un château de cartes. C'est le fait tomber la première et tout tombe. Et là, les rapports de bombes, les rapports d'avions, ça ne compte pas. Et les Américains comptent en rapport de force. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Alors, je n'ai pas d'informations particulières sur les notes qu'ont envoyées la CIA et les autres, la DIA à Washington, je vous rassure. En revanche, ce que je sais de sources, enfin, ce qui est maintenant presque public, c'est que à l'Élysée, on avait anticipé une dégradation rapide et brutale de la situation depuis plusieurs mois. J'en veux pour preuve que le président Macron a ordonné début avril, à la surprise, je peux vous l'affirmer parce que pour le coup j'ai enquêté sur ce sujet-là, a ordonné à la surprise générale d'accélérer et d'élargir la sortie des Afghans qui avaient travaillé pour l'armée française, qui étaient encore en Afghanistan. Donc à ce moment-là, le gouvernement a reçu des ordres pour accélérer et élargir les conditions de sortie du territoire afghan, de mise à l'abri des Afghans qui avaient travaillé pour nous. C'est donc clairement que l'Élysée avait anticipé cette dégradation brutale. Donc j'en conclus une chose, je ne sais pas ce qui s'est dit de l'autre côté des États de l'Atlantique, mais en tout cas, nos services ont très clairement, je n'ai pas vu... Dès le mois d'avril, ils ont compris très clairement qui a anticipé cette fin brutale. Par ailleurs, moi je pense que les espions américains ne sont pas moins bons que les espions français. Ils ont parfois des problèmes d'interprétation, ou ils ont aussi des problèmes de rapport avec la réalité et le mensonge vis-à-vis du politique. Je pense qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sous le boisseau. Moi, je formule l'hypothèse que le président Biden voulait, pour l'anniversaire du 9/11 2001, qui, donc dans quelques jours maintenant, voulait faire table rase des opérations, donc de toutes ces opérations américaines de par le monde qui avaient tué énormément d'Américains et qui n'avaient pas eu les résultats escomptés, pour pouvoir présenter, une note relativement blanche à l'opinion américaine. Vous savez que très souvent, et c'est là où les analystes européens font parfois souvent des erreurs, c'est que les décisions aux États-Unis se jouent finalement sur des problématiques de politique intérieure et non pas de politique internationale, ce qui pour nous évidemment est un peu incompréhensible. Et je vais vous donner un deuxième exemple de ce qui m'amène à penser ça, c'est qu'en septembre ou octobre 2019, il faudrait vérifier, le Turc Erdogan envahit le Kurdistan syrien.
de manière brutale. Il doit sans doute avoir passé un coup de fil à son ami Trump avec qui il échangeait toutes les semaines par téléphone, mais très sincèrement, ça a été très brutal. Qui se trouvait au Kurdistan syrien, les fameuses forces kurdes syriennes qui étaient les alliés des Américains dans la guerre contre Daesh, et leur coach, leur conseiller, les forces spéciales américaines et les forces spéciales françaises. Et je peux vous dire avec beaucoup d'assurance que les forces spéciales américaines sont parties en quelques jours et que les forces spéciales françaises sont parties en 24 heures, même pas, même quelques heures. En fait, le politique n'a pas donné le choix aux militaires, il leur a dit c'est comme ça. Vous voyez, donc encore un retrait qui s'est fait dans des conditions pour le moins pas très favorables pour les États-Unis et qui est expliqué par une décision brutale qui a été imposée aux militaires. Il y a eu un véritable, d'ailleurs il y a eu des soubresauts. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas la première fois depuis quelques années qu'on assiste à ce type de manœuvre qui paraît effectivement un peu incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut jamais dire les armées ont perdu les guerres. C'est jamais les armées, c'est les nations. Et dans les nations, il y a des politiques, il y a des militaires, mais c'est une nation. Et d'abord, les armées sont celles des nations. On voit bien que la guerre est d'abord un problème social, un problème politique, avant d'être un problème militaire. Et c'est bien les nations qui perdent la guerre, pas les armées. Je voulais vous poser une question en termes de stratégie. On parle beaucoup de contre-insurrection, d'insurrection et contre-insurrection. Il y a des penseurs comme David Galloula qui ont écrit sur le sujet. Quand on regarde au XXe siècle, je n'ai pas d'exemple, peut-être vous me contredirez si vous contredirez si je me trompe, mais je ne vois pas d'exemple de contre-insurrection qui est réussi à chaque fois, que ce soit au Vietnam, que ce soit guerre de colonisation, enfin de décolonisation en Algérie, là, en Afghanistan. C'est toujours la population locale qui, peut-être parce qu'elle se bat pour son territoire, chasse celui qui est perçu comme un occupant. Ça correspond à un grand rêve et à une illusion, cette histoire, à une période de réflexion. Moi, je ne fais partie parce que j'ai écrit sur ce thème-là quand je dirigeais le Centre de doctrine d'emploi des forces. C'était l'époque où on disait il suffit de gagner les cœurs et les esprits et on va l'emporter. Donc, toute la doctrine de la contre-insurrection, elle est bâtie là-dessus. On est capable d'amener les hommes et les femmes à adorer un projet politique qui n'est pas leur, à condition d'être suffisamment gentil, d'amener les chewing-gums, etc. Bon, c'était une illusion. Et ça ne fonctionne pas. Mais une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. On se rappelle quand Lyautey conquiert Madagascar. Quand Lyautey, derrière Gallieni, conquiert Madagascar, il va conquérir les cœurs et les esprits. Mais il conquiert ça en faisant preuve également de la violence la plus dure. Et aujourd'hui, la violence la plus dure n'est acceptable par personne. Ni les populations que l'on entend soumettre ou pacifier, ni les populations qui envoient les soldats occidentaux soumettre et pacifier. C'est-à-dire qu'on a fait la contre-insurrection de colonisation, si vous voulez, à un moment donné, où nous pouvions utiliser, avec intelligence, toute la violence guerrière la plus extrême pour y arriver. La conquête d'Algérie, elle se fait de manière extrêmement violente, si vous voulez. Mais au moment là où il a fallu garder les colonies, on a tenté de les garder. Et maintenant, nous ne pouvions plus utiliser la violence guerrière qui est indispensable à ce genre d'opération. Les dommages collatéraux, que ce soit au Vietnam, enfin, ou en Indochine, à Madagascar, etc., on s'en fout complètement. Maintenant, on s'en fout pas du tout parce que c'est la première chose. Or, on fait pas la guerre sans dommages collatéraux, etc. C'est pour ça que vous vous rappelez peut-être qu'un général britannique très intéressant, Rupert Smith, qui a été patron des forces de l'OTAN ou de l'ONU dans les Balkans, et puis qui a été patron aussi de la division britannique dans le Golfe, a écrit un livre super qui s'appelle « L'utilité de la force ». Et il dit, à juste titre, la force militaire aujourd'hui ne peut plus avoir le rendement qu'elle avait hier. Et c'est pour ça que quand vous avez la force militaire la plus extrême, ou la plus considérable, comme les Américains, eh ben vous n'avez quand même pas beaucoup de rendement parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc, tout ce qu'on... C'est ça en fait. Oui. Ouais, pardon, excusez-moi, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand on dit, c'est pour ça qu'on dit l'Amérique est le pays le plus puissant. Je dis non. L'Amérique est le pays le plus impuissant. La puissance, c'est pouvoir. L'Amérique ne peut pas. L'Amérique est le pays le plus fort.
oui, le plus fort en nombre de chars, d'avions, etc., mais pas le plus puissant. Parce que désormais, on a la plus grande difficulté à transformer la force en puissance. La preuve, c'est que, comme vous l'avez dit, toutes les guerres, après la Deuxième Guerre mondiale, au fond, ont été perdues par les puissances occidentales. Nous avons la force, nous n'avons plus la puissance, parce que la force ne donne plus de manière naturelle la puissance aux pays qui la possèdent. Alors moi, Jean-Baptiste, j'ai une nuance par rapport à ce que vient de dire le général. Je pense que les Français en particulier n'ont pas perdu toutes les guerres post-coloniales, enfin pendant la partie coloniale et décolonisation. En particulier, cette doctrine de contre-insurrection a donné des résultats que les historiens en général ne reconnaissent tous en Algérie. Nous avons clairement gagné dans la partie militaire. C'est une guerre de contre-insurrection. Démantelant le FLN. Exactement. Nous sommes partis alors que le FLN n'était quasiment plus rien. L'Indochine, non. L'Algérie, oui, nous l'avons gagné cette guerre. Et ça, je crois que c'est admis par tous. Et c'est d'ailleurs, les généraux américains s'en sont largement inspirés en pensant refaire la même chose. Et c'est là où je rejoins le général. Je pense qu'il a mis un point, lui qui connaît très bien les États-Unis, il a mis le doigt sur un point particulier qui est vrai chez nous aussi. C'est que les armées ne font plus la guerre en réalité. Je vais vous donner un seul exemple de ça. En Afghanistan, non seulement les armées avant ne faisaient pas la guerre, les armées françaises, mais elles ont réappris ce que c'était la guerre de manière très brutale en Afghanistan avec l'opération Douzbin. Il y a failli y avoir une polémique, il y a eu une polémique dans les milieux militaires autorisés, le général le sait bien, sur l'idée qu'on avait envoyé nos petits gars, entre guillemets, désarmés face à une vraie menace. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on peut prendre un autre exemple. Au Mali, par exemple, tout le monde sait très bien, tous les experts savent très bien, que pendant plusieurs années, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, on a, comment dirais-je, on a géré ça comme la cocotte minute sur le feu. C'est-à-dire qu'on empêchait les soldats de sortir des campements et nomadisés au-delà de la fameuse golden hour, non pas la golden hour politique ou stratégique, mais la golden hour sanitaire. C'est-à-dire qu'il fallait considérer qu'on n'aille pas au-delà d'une heure de rapatriement sanitaire en cas de problème. Et donc, évidemment, moi j'ai parlé avec des lieutenants et des capitaines dans le désert qui m'expliquaient, mais moi si on me lâchait, monsieur, me disait-il, avec mes gars et avec les FAMA, c'est-à-dire les Maliens ou les Nigériens qui connaissent le terrain, on aurait fait des cartons, des ravages. Ils ne rêvaient que de ça, les jeunes lieutenants, les jeunes capitaines. On les a réfrénés pendant longtemps avant de commencer à faire véritablement la guerre et nomadiser pour aller chercher les aiguilles dans une botte de foin à propos des talibans. Donc on voit bien qu'en réalité, les ordres politiques, c'était on n'utilise pas véritablement l'outil militaire par peur des dommages collatéraux, en particulier par peur des comptabilités dans la cour de l'Hôtel National des Invalides en matière de cadavres, de cercueils. Pardon. Si je reste sur cette question stratégique, on évoquait le fait que les Américains ont voulu changer le régime en Afghanistan, ce qui se révélait un échec. Est-ce que c'est pas aussi ce que nous on essaye de faire en Afrique, avec un succès qui est à peu près équivalent à celui des Américains ? Alors je ne sais pas, si vous regardez l'affaire du Mali, on ne cherche pas. Et d'ailleurs, le problème malien, c'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. C'est-à-dire que les Maliens, au lieu de faire la guerre, ils font des coups d'État. Et donc, je ne crois pas qu'on a... Alors, nous, à l'inverse, je parle sous votre contrôle, mais je crois qu'on est même trop modeste. On veut pas véritablement changer. Moi, je pense qu'on paye cette addition-là, justement, aujourd'hui. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit un peu en filigrane, en reprochant à François Hollande la manière dont il avait engagé le conflit, en disant, en février ou mars 2013, dans son fameux discours de Tombouctou, maintenant nous avons libéré, nous ne ferons jamais de politique, on vous laisse les clés, c'est vous la démocratie, débrouillez-vous. Et en réalité, on a vu les fameux coups d'État, à telle enseigne d'ailleurs, que le coup d'État d'août 2020 à Bamako, par les généraux, alors là, pour le coup, nos services de renseignement ne l'ont même pas vu venir. Je peux vous dire qu'Emmanuel Macron a déclenché une enquête, il n'était pas content. Là, pour le coup, c'est vrai, les services de renseignement étaient aux fraises, comme on dit de manière très vulgaire. C'est vous dire à quel point on ne s'était pas investi dans la partie politique et dans la partie politico-militaire de cette campagne. Et c'est une des raisons, je pense, c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui on est au pied du mur et en fait on prépare une forme de retrait qui en fait, bon an mal an, ressemble à ce qu'Obama a fait avec l'afghanisation du conflit. Moi, je crois qu'au Mali, c'est autre chose, mais je crois que on a cherché à pacifier véritablement le Sahel, probablement, et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, parce que les conditions sociales et politiques n'étaient pas là. Donc désormais, je pense que notre guerre au Sahel va être juste d'empêcher que les djihadistes aillent en France. Donc on va là remettre le couvercle en essayant de détruire les concentrations. Ça peut s'avancer.
Poste avancé au niveau du Sahara. Ce que disent des généraux, ce que m'ont dit des généraux qui avaient commandé Barkhane, ils m'ont dit si aujourd'hui le sujet est de savoir quelle est la hauteur du voile que le gouvernement malien veut imposer aux femmes au Mali, à savoir ici, là ou là, le combat est perdu d'avance, il vaut mieux se retirer, disent-ils aujourd'hui de manière très lucide. C'est-à-dire qu'en fait, la chance est passée, la chance a tourné, et en réalité, aujourd'hui au Sahel, il y a plus d'islamisme et de djihadisme qu'il n'y en avait quand nous sommes arrivés. C'est pas vraiment un succès alors. Enfin, on peut pas dire que ce n'est pas vraiment un succès, c'est-à-dire que quand même, on a, je pense... Tactiquement, on a réussi à contenir. On a contenu. La menace terroriste en France a quand même fortement diminué ou ne s'est pas augmenté les affaires maliennes. Alors que on a décimé la quasi-totalité de l'organigramme des chefs. Il y en a un ou deux qui nous échappent, notamment le fameux Agali, parce qu'il est sans doute protégé par les Algériens, etc. Mais globalement, quand même, on a fait pour le coup ce que les Américains ont sans doute... on a fait, je pense, aussi bien, voire mieux que les Américains, c'est-à-dire qu'on a décimé l'organe des chefs, on a fait changer en fait comment dirais-je, le paradigme de la guerre, c'est-à-dire qu'on était surpris, où les Maliens et les Nigériens étaient surpris par les attaques des djihadistes. Aujourd'hui, ce sont nous qui surprenons les djihadistes dans cet environnement-là. Mais vous remarquerez que depuis que Macron a expliqué qu'on allait modifier le format et prendre un peu de recul, là, récemment, le nombre d'attaques a à nouveau considérablement augmenté. Autre sujet, on arrive au terme de notre émission, mais ce retrait américain, est-ce que c'est pas aussi un échec pour les alliés des États-Unis? On les a suivis de façon unanime en 2001, alors la France est partie plus tôt. En Irak, on les a pas suivis. Enfin, on a l'impression que les Américains font un peu cavalier seul et quand ils y vont, il faut les suivre, et puis quand ils se retirent, ils laissent un peu tout le monde en plan. Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans cet allié? Vous me posez la question parce que vous connaissez la réponse. Et évidemment pas. C'est fini. C'est fini. La parole américaine est totalement démonétisée. Elle l'a été au Vietnam, elle l'a été face à Bachar el-Assad en 2000, l'affaire de la ligne rouge avec 2013. On dit quelque chose et on le fait pas. Là, à nouveau, c'est-à-dire que et vous avez à juste titre évoqué l'affaire de l'envahissement du Kurdistan syrien, ouais. Où les Américains partent, nous laissent tomber, ne nous expliquent même pas ce qu'ils vont faire. Donc ils nous traitent comme des vassaux. Et leur parole compte, et leur parole compte que pour eux. Et la parole n'engage qu'eux-mêmes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, les occidentaux, des Européens, puisque les Américains sont occidentaux, ne peuvent plus faire confiance aux États-Unis. Et je crois que l'Europe commence à en prendre conscience. Et la seule solution, petit à petit, évidemment, les gens sont inversables, c'est d'arriver à trouver ce que le président Macron, à juste titre rappelle, à retrouver notre autonomie stratégique. Les Américains nous emmènent dans leur guerre pour leurs intérêts et nous quittent pour leurs intérêts. Et nous sommes des vassaux. La guerre en Afghanistan est intéressante parce qu'à la fois c'est une grande guerre américaine, 20 ans, mais c'est une grande guerre européenne, puisqu'on a eu 30 000 soldats européens engagés pendant une quinzaine d'années. Jusqu'à 40 000 même. Jusqu'à 40 000 soldats européens. La fameuse FIAS, la Force internationale d'assistance et de sécurité. Voilà, 40 000 Européens. Est-ce que l'Europe a existé? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils n'ont pas fait comme ils avaient fait un peu avec les Britanniques à Bassora. Ils n'ont pas donné un secteur aux Européens. Ils ont fait bien attention à diviser les contingents allemands, hollandais, français en les saupoudrant de manière à ce que chacun rapporte à un officier américain et que donc il ne puisse pas y avoir de force européenne. Il n'y a pas eu de caucus. Et donc l'Europe a toujours été incapable d'imposer sa stratégie ou même de concevoir une stratégie. La stratégie a été totalement américaine et on a confié la tactique par endroits, nous en Surubie, en Képissa, à des Français à qui on demandait d'aller dégager des axes ou d'aller... On peut dire ça différemment, c'est-à-dire qu'ils ont sous-traité une partie du terrain aux armées européennes et occidentales. Mais pas à l'Europe. Pas à l'Europe. Et donc, ils ont toujours fait attention à ce que nous n'ayons aucune autonomie stratégique dans cette affaire-là. Et on l'a payé le prix du sang. 90 soldats français, les Britanniques très chers, etc. Ouais. Je voudrais juste, mais ça, c'est pas vous qui me contredirez, mais ces 90 soldats français ne sont pas morts pour rien. Il faut quand même, parce que je sais que c'est une polémique. Ils sont morts pour leurs camarades, pour leurs chefs, pour leur pays.
merci pour les ordres et pour l'honneur d'avoir répondu aux ordres et fait la mission. Mais effectivement, peut-être il faut ajouter 2 points à propos de l'engagement français aux côtés des Américains en Afghanistan. Le premier, donc les Français en 2001 aident les Américains à venir en Afghanistan. En 2003, au sommet d'Évian, c'est Jacques Chirac qui concède à George Bush l'envoi des forces spéciales françaises qui jusqu'à présent étaient l'arme au pied aux côtés des forces spéciales américaines en Afghanistan, en contrepartie du non villepiniste, enfin du non chiracien à l'ONU pour l'affaire irakienne. Premier cliquet de l'intervention. Donc vous voyez que c'est bien une négociation d'État à État. Et le deuxième cliquet, c'est quand Nicolas Sarkozy, et ça le général le sait bien, arrive au pouvoir en 2007. L'armée est très volontaire pour réintégrer la totalité des grands commandements de l'OTAN. Et en contrepartie de 2 postes de généraux 5 étoiles, Nicolas Sarkozy octroie une très forte augmentation supplément d'hommes de forces classiques conventionnelles pour aller se battre en Afghanistan. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois ce sont des accords bilatéraux mais politiques, et pour le coup on peut les discuter, on peut en avoir un avis, les critiquer, mais les soldats eux ont fait véritablement leur métier. Dernière question pour l'armée française, cette présence en Afghanistan, qu'est-ce que ça lui a apporté en matière de compréhension de la guerre? Elle a réappris à faire la guerre. Elle a réappris ce que c'était la guerre. Elle avait perdu la notion de ce qu'était véritablement la guerre parce qu'elle ne connaissait plus les conflits qu'à travers les casques bleus de l'ONU, des unités qui s'engageaient avec tambours et trompettes et caméras, mais qui en réalité n'ont pas véritablement fait la guerre. Je connais un peu l'affaire des Balkans, donc je peux en parler. Elle a réappris de manière brutale, et là pour le coup avec le sang, c'est la fameuse affaire d'Ouzbine, où là on s'est aperçu que face à des talibans qui eux étaient des guerriers depuis la nuit des temps, l'à peu près ne pardonnait pas, et ça a été un véritable choc. Et il y a aujourd'hui dans l'armée française la génération anté-Afghanistan et post-Afghanistan. Et ce réapprentissage de la guerre a mis du temps à percoler dans les armées et en particulier dans le politique, parce qu'ensuite il faudra attendre quand même les années 2015, 2016, 2017 pour qu'on mette l'argent nécessaire et suffisant pour sauver ce fameux modèle d'armée qui faisait la guerre mais qui était quasiment en déshérence. Chose à ajouter? Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Oui, je vous laisse. Alors, je voudrais vous lire un papier que j'ai amené parce que je trouve qu'il est formidable pour donner la parole à un Britannique. Il n'y en a pas beaucoup. Qui disait en 2010, alors ce Britannique, c'est Sherard Cowper-Coles, qui était ambassadeur de Grande-Bretagne à Kaboul et qui s'en va et qui écrit un livre qui s'appelle L'histoire intérieure de la campagne d'Afghanistan. Et voilà ce qu'il a dit. Il montre dès le départ que tout stratégiquement est mal parti. Il dit: cette entreprise a montré le modèle de ce qu'il ne fallait pas faire en contredisant toutes les grandes règles de la stratégie. 1. S'embarquer dans cette aventure, 7 octobre 2001, sans avoir aucune idée de la façon d'en sortir. 2. Mauvais diagnostic obstiné sur les défis à relever, qui étaient d'abord d'ordre sociaux et politique avant d'être d'ordre militaire évidemment. Changement d'objectifs sans plan cohérent ou permanent. On en a parlé. Dérive de la mission sur une échelle aberrante, ce que les Américains appellent mission creep. On a changé entre 2000 complètement. Manque d'unité dans la direction politique et militaire, là aussi une échelle aberrante. Il y a toujours eu 2 chefs. Il y a eu le chef militaire et il y a eu le chef le représentant de l'ONU qui n'ont jamais été véritablement d'accord. Donc on a une dichotomie dans le commandement qui n'est pas supportable sur un théâtre de guerre. Diversion des ressources possibles vers l'Irak, un stade critique d'entreprise. C'est pour ça qu'on dit que la plus grande faute stratégique de l'Afghanistan, c'est l'Irak. Là, on était dans le golden hour, mais l'argent est parti ailleurs. Mauvais choix des alliés locaux qui deviennent rapidement davantage un problème qu'une solution. Là, on parle des seigneurs de la guerre. Absence de volonté d'inclure vraiment les voisins dans le projet global, avec tous les problèmes de sanctuaire et de soutien extérieur à l'insurrection que cela a entraîné. Évidemment, là on fait référence un peu à l'Iran, et évidemment beaucoup au Pakistan. Ça, c'est écrit en 2010. L'affaire était jouée. L'affaire était jouée. On a mis 10 ans, mais l'affaire était jouée, et dès le départ, à partir de décembre 2001, elle était extrêmement mal engagée. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir apporté vos connaissances et votre éclairage sur cette question afghane et sur la présence de ces 20 ans de présence des États-Unis en Afghanistan. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle fenêtre sur le monde.